j'ai joué en finale contre un Allemand contre qui je n'avais jamais gagné. Avant cette journée. Je l'avais perdu à plusieurs reprises dans des tournois précédents, donc je n'avais jamais gagné. Et ce jour-là, j'ai fait la finale et je l'ai gagné. Donc c'est la première fois que je le battais, c'était en finale des Jeux paralympiques. Ce qui est quand même une émotion assez incroyable, quoi. Eh bien bonjour, je m'appelle Guy, j'ai 63 ans, je suis un ancien sportif de haut niveau en tennis de table. J'ai été 4 fois champion paralympique de tennis de table et également chef d'entreprise. Guy, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire ton enfance. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où est-ce que tu es né, dans quel milieu social, à quoi ressemblait ta famille? Alors mon enfance, eh bien, bon, elle a déjà quelques années bien évidemment, et je suis né dans un village qui s'appelle Charmes, dans les Vosges, donc dans l'est de la France. C'est une petite ville ouvrière dans une zone, on va dire, pas très favorisée, on va appeler ça comme ça. Mon père était ouvrier, voilà, il était chauffeur poids lourd, et ma mère était maman au foyer puisque elle avait 5 enfants. Moi, je suis le plus jeune d'une fratrie de 5, donc j'ai 3 frères et une sœur. Qui ont entre 10 et 6 ans de plus que moi. Donc moi, je suis arrivé assez tardivement après les 4 autres. Dans ma région, on appelle ça une ravisote, c'est-à-dire que je suis arrivé après les autres. Et puis, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans cette ville. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour toi à 8 mois? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors à 8 mois, en fait, j'ai attrapé une maladie qui s'appelle la poliomyélite. Donc une maladie, c'est un virus en fait qui s'attaque aux synapses des neurones de la moelle épinière. Alors aujourd'hui, ça a quasiment été éradiqué en France, puisque avec la vaccination, il y a pratiquement plus personne qui attrape la polio. À l'époque, on était en 1961, on va dire que c'était les derniers soubresauts de la polio. J'étais l'un des derniers à l'attraper en France. Voilà, et je l'ai attrapé en fait de manière un peu incongrue puisque je suis né en janvier, donc en juillet j'aurais dû être vacciné. À l'époque on vaccinait un peu plus tardivement qu'aujourd'hui. Et en fait j'ai pas été vacciné parce qu'il faisait très chaud cette année-là. Le médecin a choisi de ne pas vacciner immédiatement parce qu'il avait peur que la chaleur ait des effets sur moi, et donc il a décidé de surseoir un peu à ma vaccination. Malheureusement, disons que ça a été un peu tardif et du coup, au mois d'août, j'ai attrapé la polio par l'intermédiaire d'une baignade dans une rivière, probablement, puisque la polio se transmet beaucoup par l'eau quand on est petit. Et donc, j'ai attrapé cette polio qui m'a généré une paraplégie des membres inférieurs et également une absence totale de sensibilité quand j'étais à cet âge-là. Je tenais pas assis et je n'avais plus de sensibilité dans les jambes. Ce qui a évolué dans le temps, puisqu'aujourd'hui, j'ai une totale sensibilité, je peux me tenir assis et j'ai un peu d'abdos, pas totalement, mais un peu, et j'ai un peu de force dans une des 2 jambes, mais pas dans l'autre. Et comment tu te déplaçais à cet âge-là? Est-ce que tu étais déjà en fauteuil roulant ou est-ce que... Alors quand j'étais tout petit, j'étais surtout beaucoup dans les bras de mes parents. Et puis quand j'étais à la maison, souvent je me déplaçais par terre. En fait, je rampais par terre parce que on n'avait pas encore de fauteuil. En plus, dans les années 60, c'était pas encore si développé que ça, les fauteuils roulants. Donc voilà, j'étais plutôt dans ces moyens de locomotion au départ. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à aller dans des centres spécialisés, je me suis d'abord déplacé en ce qu'on appelle en chariot-place, c'est-à-dire un chariot où j'étais à plat ventre dessus, parce que c'était pour privilégier mon dos et éviter que la scoliose que j'avais se développe trop. Et puis également, ensuite, je suis passé en fauteuil, mais je me suis aussi beaucoup déplacé pendant très longtemps avec une orthèse à la jambe et des cannes. Et je marchais un peu, assez lentement et pas de manière très pratique, mais je l'ai fait longtemps, jusqu'à l'âge d'à peu près de 40 ans. Et j'ai décidé d'arrêter à 40 ans de marcher parce que j'avais eu une injonction très forte de marcher, mais je me suis aussi rendu compte que ça avait de très fortes conséquences négatives sur mon dos. J'avais très souvent mal au dos. Et j'ai décidé à 40 ans d'arrêter, de me mettre toujours en fauteuil. Et bon, tu dois avoir peu de souvenirs parce que tu étais petit, mais est-ce que tu sais si ta famille, comment est-ce qu'ils se sont adaptés? Est-ce qu'ils ont fait par exemple des travaux dans la maison, mis en place des petites choses pour s'adapter à ton handicap? Alors ma famille s'est adaptée à ma situation
Alors, notamment en matière d'organisation, puisque j'étais dans un centre spécialisé pendant longtemps. Bon, d'abord, j'ai commencé par être hospitalisé. Quand j'ai eu la polio, j'ai été hospitalisé pratiquement pendant 2 ans. Donc, ils venaient me voir toutes les semaines. Donc, forcément, ça contraignait beaucoup de week-ends pendant lesquels il y avait plein d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas faire et ils venaient me voir avec toute la famille. Donc ça a généré évidemment de l'adaptation au niveau de l'organisation. En revanche, pour ce qui est de l'habitation à proprement parler, ils n'étaient pas propriétaires, ils étaient en location dans une cité ouvrière. Et donc de ce fait, ils ne pouvaient pas faire de travaux. Donc en fait, il y avait 7 marches pour rentrer dans la maison. Donc voilà, je les montais soit avec mes béquilles, soit sur les fesses, en gros. Et voilà, et il n'y a pas eu d'adaptation. Alors à l'époque, c'est vrai que la prise en compte du handicap était quand même très loin de ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc ça a été évidemment beaucoup plus compliqué. Ce dont je me rappelle, et puis ce qu'on m'a raconté aussi, c'est que mes frères et sœurs, eux, ils ont toujours fait avec moi, quoi. Il n'y a pas eu de... Ils se sont adaptés, bien évidemment, mais il n'y a jamais eu vraiment de soucis entre nous par rapport à ça, de difficultés particulières. Après, la particularité, c'est que ma scolarité a été un peu spécifique, puisque j'ai été en CP, en fait en CE1, en moyenne section et en grande section de maternelle. J'étais dans une maternelle qui était à côté de chez mes parents. Et puis, en fait, en CP, j'ai voulu m'inscrire dans l'école primaire de la ville, mais elle n'était pas du tout adaptée à des personnes en fauteuil roulant. Donc, on a commencé à dire que j'allais partir en centre spécialisé, en école spécialisée. Et puis, en fait, la directrice de l'école maternelle a accepté de me faire un CP à moi tout seul. J'étais le seul élève en CP puisqu'il n'y avait que des élèves de maternelle. Et elle a fait un programme dédié à moi tout seul. Et j'ai donc fait un CP, à moi tout seul. C'était assez particulier, mais ça s'est très bien passé. Voilà. Après, je suis parti en centre spécialisé pendant 2 ans. Et puis ensuite, quand je suis revenu, le CM1, CM2, en fait, à l'issue du CE2, l'école a dit à mes parents, ce serait bien qu'ils soient en milieu ordinaire, donc on va vous proposer de le remettre en milieu ordinaire. Mes parents étaient assez paniqués parce que, bien évidemment, c'était compliqué vu que les écoles n'étaient pas forcément adaptées. Et puis on a trouvé une petite école dans un village pas très loin de chez nous, dans laquelle j'ai pu aller, et que la directrice et l'institutrice ont accepté de me prendre, et du coup je mangeais tous les midis chez la directrice qui me faisait à manger, parce que comme j'y allais en taxi, que je revenais en taxi le soir, elle acceptait de m'héberger pour le repas du midi. Donc ça a été 2 années magnifiques pour moi, j'ai adoré cette période aussi. Et puis ensuite, à partir du collège, je suis reparti en milieu spécialisé jusqu'à la terminale. Et justement, les centres spécialisés, explique-moi un petit peu comment ça s'organise, qu'est-ce qui est un peu différent, est-ce qu'il y a des aménagements Alors ça s'appelait à l'époque le NPHM de Flavigny-sur-Moselle, donc c'était une école qui était dédiée aux personnes handicapées. Donc il y avait tout type de handicap, très varié bien évidemment, mais les bâtiments étaient tous en accessibilité, même si c'était assez pentu quand même, mais c'était en accessibilité. Ça avait été conçu pour ça. Mais il y avait des personnes déficientes visuelles, déficientes auditives, d'autres types de handicaps ou de pathologies qui existaient. Et on était tous ensemble. Alors on était, je crois, si je me rappelle bien, 180 dans le lycée, enfin dans le collège et le lycée. Donc en fait, on était très peu. On est dans des classes avec assez peu d'élèves, entre une dizaine d'élèves à chaque fois. Ce qui, d'une certaine manière, était une vraie chance pour nous. Mais bon, par contre, on était en internat. Donc ça veut dire que moi, je partais le dimanche soir et je rentrais tous les vendredis soirs chez mes parents. Donc en fait, toute la semaine, j'étais en internat. Alors, quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'étais tellement habitué. Et puis bon, voilà, quand on a 15-16 ans, c'est plus tellement autant un souci. Mais c'est vrai que quand j'étais en primaire ou même quand j'avais 11 ans, c'était beaucoup plus pénible, évidemment, de quitter sa famille toutes les semaines et de se retrouver en internat. Et donc cette école était vraiment faite pour des personnes handicapées. Alors à l'époque, on parle aujourd'hui d'écoles inclusives, que les personnes handicapées doivent aller, les enfants handicapés doivent aller dans les écoles ordinaires. Bon là, à l'époque, c'était pas du tout le cas, hein, donc c'était vraiment une mise à l'écart, en tout cas, une mise à part des enfants qui étaient handicapés. Il y avait même des élèves qui ne rentraient jamais chez eux, ou quasiment. Il y en avait même qui restaient toute l'année sans rentrer une seule fois chez eux. Ils ne revenaient qu'aux grandes vacances. Donc c'était assez particulier, mais bon,
Voilà, c'était mon enfance. Et tu m'avais dit qu'à peu près au moment de l'adolescence, tu avais commencé un peu à ressentir de l'isolement de par ton handicap, etc. Est-ce que tu peux me parler de ce sentiment? Comment c'est arrivé à l'adolescence? Alors le sentiment d'isolement que j'ai pu ressentir à la naissance, c'était lié à plusieurs facteurs, bien évidemment. Le premier, c'était que comme j'étais interne, finalement, toute la semaine, j'étais avec des enfants de mon âge, en classe, etc., mais dans un centre spécialisé. Et quand je rentrais le week-end chez moi, en fait, je connaissais personne, puisque évidemment, j'étais pas là la semaine. Ce qui fait que je me retrouvais souvent seul le week-end. Comme mes frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés que moi, puisque le plus jeune avait 6 ans de plus que moi. Quand moi j'avais 12 ans, il avait 18 ans, donc il sortait, il était... Voilà. Et donc, je me retrouvais quand même très fortement isolé, finalement, dans mon milieu. Donc ça a été un des éléments de cet isolement, je vais dire. Et la deuxième chose, c'est que la perception qu'il pouvait y avoir du handicap à l'époque, c'est-à-dire c'était dans les années 70, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle bien davantage, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, mais quand même, c'est devenu beaucoup plus naturel. Je raconte une petite anecdote pour illustrer ce propos. C'est que en fait, quand j'avais 11 ans, donc que ma mère a voulu m'inscrire au collège de secteur dont je dépendais, le principal du collège lui a répondu « Madame, il y a des écoles pour les enfants comme les vôtres. Nous, on n'en veut pas. Votre enfant, il vaut mieux qu'il aille dans un milieu spécialisé. Puis d'abord, votre mari est ouvrier, il est fils d'ouvrier, donc ça sert à rien qu'il fasse des études. » Donc en fait, à l'époque, vous voyez, le regard qu'on pouvait porter sur le handicap ou sur plein d'autres choses de ce type-là était quand même encore très très en retard par rapport à ce qu'il peut être aujourd'hui. Et ça a déclenché aussi cette forme d'isolement, puisque j'avais un peu le sentiment parfois d'être mis à l'écart de la société, en fait, d'être isolé. Et donc, alors que moi, ma seule spécificité, finalement, c'était que si j'étais dans un environnement qui n'était pas accessible, adapté aux personnes en fauteuil, eh bien, je pouvais pas y aller. Mais hormis ça, il n'y avait pas de particularité. Donc, voilà, c'est un peu ça qui a généré ces sentiments d'isolement, qui a forcément agi sur ma construction, je pense. Ce sentiment d'isolement, j'imagine que tu l'oubliais notamment avec une de tes passions qui était le sport. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette passion avant même qu'il y ait le tennis de table dans ta vie? Mais voilà, tu m'avais dit que tu regardais beaucoup le sport à la télé, que c'était quelque chose que tu aimais bien. Est-ce que tu peux me parler de cette passion? Alors moi j'ai toujours aimé le sport beaucoup. Enfin j'ai vraiment beaucoup adoré à peu près tous les sports. Enfin, voilà, évidemment avec des préférences, mais j'adorais le sport. À titre d'exemple, quand j'étais en primaire, je me souviens que ma maman, elle découpait tous les lundis, elle découpait dans le journal les résultats de sport. Elle me les envoyait par courrier pour que je les reçoive et que je sois informé des résultats du sport. Donc, en fait, voilà, toutes les semaines, je recevais, en gros le mardi ou le mercredi, je recevais une lettre dans laquelle il y avait les résultats sportifs du week-end, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé quand j'étais enfant. Et j'ai aussi aimé le pratiquer. Alors, j'ai découvert ça progressivement. Le tennis de table, j'ai découvert de manière un peu particulière parce que on jouait avec mon frère aîné, enfin avec un de mes frères aînés, on jouait au tennis de table sur la table de la salle à manger, on mettait une règle au milieu, puis on jouait comme ça. Donc moi, devais avoir 7 ans, ou je sais pas, 7-8 ans. Donc, et je disais d'ailleurs à ma mère à l'époque, je lui avais dit, un jour maman, je serai champion olympique. Je savais pas à l'époque que les Jeux paralympiques existaient. Mais voilà, je disais, je vais être champion olympique. Et je pense que ma mère devait me regarder en me disant, mon fils, voilà, est-ce qu'il est vraiment bien lucide par rapport à ce qu'il pourra faire? Mais bon, en tout cas, je lui avais dit ça. C'est elle qui m'a raconté cette anecdote. Et je jouais à plein de jeux de sport, etc. Et après, j'ai découvert, notamment quand j'étais au collège, et c'est en ça, je pense que le fait d'avoir été dans un internat spécialisé a été quand même à l'époque un plus pour moi sur certains aspects, notamment parce que ça m'a permis de faire du sport, alors que dans un collège ordinaire, peut-être que ça aurait été plus compliqué pour moi. Alors, j'ai pas fait d'EPS, parce qu'à l'époque, on faisait pas d'EPS, mais enfin, dans ce centre, on ne faisait pas d'EPS. Mais on avait des éducateurs qui étaient assez branchés par le sport, et donc j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé l'escrime, l'haltérophilie, l'athlétisme, le tir à l'arc, etc. Et j'ai découvert le tennis de table par l'intermédiaire d'un éducateur qui était assez branché sur ce sujet, et il y avait des tables dans le foyer de l'école où j'étais. Donc on a commencé à jouer avec lui, et assez vite finalement on est devenu meilleur que lui,
Et moi, j'ai tout de suite vraiment apprécié ce sport. J'ai adoré ça pour plein de dimensions. La dimension physique, évidemment, mais la dimension ludique. Et puis la dimension aussi tactique, avec beaucoup d'impact, voilà, d'adaptation au jeu de l'autre, etc., de réflexion sur comment il fallait faire. Voilà. Donc ça m'a beaucoup plu dès le début. Et je me suis mis assez vite à jouer très régulièrement au tennis de table. Et je reviens sur la phrase que tu avais dit à ta maman, je serai champion olympique, et où bon, elle t'avait pas pris forcément au sérieux. Tu m'avais dit une chose, c'est que toi, dès qu'on te disait que c'était pas possible, c'était quelque chose qui te motivait beaucoup. Est-ce que là, par exemple, quand tu voyais que ta maman ou peut-être ton entourage disait non mais n'importe quoi, il pourra pas être champion olympique, paralympique, est-ce que ça te motivait, toi, vraiment à le devenir? Alors, je pense qu'à cette époque-là, c'est que quand j'avais 7-8 ans, j'avais pas une visibilité réelle de ce que ça voulait dire et de ce que ça impliquait. Donc, je sais pas si c'était, peut-être que ça a déclenché quelque chose chez moi, notamment. Mais c'est vrai que cette phrase, je l'ai entendue. Enfin, je crois que c'est l'une des phrases que j'ai le plus entendues dans ma vie depuis que je suis tout petit. Le nombre de personnes qui m'ont dit ça, ce sera pas possible pour toi. Et moi, à chaque fois qu'on m'a dit c'est pas possible, ça m'a plutôt stimulé pour essayer de le faire. Alors, mes parents, ils ont été très soutenants, très très supportants. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé pour que je puisse faire les choses que j'avais envie de faire et que je souhaitais faire. Eux, ils me disaient ça parce qu'ils avaient même pas conscience que c'était envisageable en fait. Mais à chaque fois qu'on m'a dit dans ma vie ça va pas être possible, ça m'a plutôt stimulé et donné envie de démontrer que j'allais essayer de le faire et que ça allait fonctionner probablement. Et donc c'est vraiment alors ça veut pas dire que tout le monde fonctionne sur ce modèle. Moi j'ai eu de la chance probablement d'être doté au départ d'un caractère qui fait que quand on me dit non, j'ai plutôt envie de faire en sorte que ça marche quoi. Mais ça peut aussi être il y a une théorie qui s'appelle l'effet Pygmalion qui est tu penses donc je suis. À force d'entendre quelque chose, on finit par l'intérioriser et se conformer à ce qu'on nous dit. Et donc ça aurait pu avoir l'effet inverse et j'aurais pu éventuellement me dire ah oui effectivement à force d'entendre que c'est pas possible, ils ont peut-être raison. Alors ça m'a jamais fait cet effet, mais ça aurait pu. Je reviens sur le tennis de table. Donc toute ta jeunesse, tu t'es entraîné beaucoup, tu as fini vraiment par être passionné jusqu'à ce qu'on te propose de participer à des compétitions handisport. Tu n'étais même pas au courant que ça existait à 17 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce passage, voilà, les entraînements jusqu'à la proposition de cette fameuse compétition à Paris, du coup? Alors, le démarrage de ma carrière de pongiste, ça s'est fait, donc, comme je disais, dans le lycée où j'étais, dans le collège et le lycée où j'étais, où il y avait ces tables, et j'ai commencé à jouer avec des amis, etc. Et puis, au départ, on faisait pas forcément de compétition, hormis entre nous, quoi. Et puis, un jour, on nous a proposé d'aller faire une compétition UNSS, donc sport scolaire, quoi. Et j'y suis allé avec mes amis, et on a commencé à jouer. Et bon, j'ai gagné quelques matchs et au bout d'un moment, je suis tombé sur un joueur. Alors, c'était pas du tout des personnes handicapées, hein, c'était des jeunes de mon âge qui, eux, n'étaient pas en fauteuil ou pas handicapés, quoi. Et donc, j'ai commencé à jouer contre ce joueur-là et je me suis rendu compte que j'en mettais pas une sur la table parce que déjà, il faisait des services que je comprenais pas du tout. Donc, je me suis dit, oula, il y a des choses que j'ai pas compris dans ce jeu, je vais essayer de me concentrer là-dessus. Et donc, pendant toute l'après-midi, où il a joué, je l'ai regardé jouer. Et j'ai commencé à essayer de comprendre ce qu'il faisait et pourquoi il faisait et qu'est-ce que ça pouvait avoir comme effet sur l'adversaire. Donc, je me suis beaucoup concentré là-dessus. Puis quand je suis revenu ensuite dans mon école et que j'ai recommencé à m'entraîner, eh bien là, j'ai commencé à essayer de prendre modèle un peu, ou de m'inspirer de ce que ce joueur faisait. Et donc j'ai beaucoup travaillé, notamment les services, qui est resté toujours un de mes gros points forts, y compris jusqu'au niveau mondial. C'est que les services ont toujours été quelque chose de très important dans mon jeu. Et donc j'ai travaillé beaucoup ces services. Et le coup d'après, quand je suis retourné faire cette compétition, une compétition UNSS, je suis retombé sur ce joueur qui m'avait écrasé la première fois qu'il m'avait joué. Et la deuxième fois, comme moi j'avais compris comment fonctionnaient les services, j'ai réussi à remettre ses services, mais lui savait pas remettre les miens. Et donc cette fois, c'est moi qui ai gagné de manière assez largement. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose, on peut travailler et améliorer vraiment des choses. Donc j'ai continué là-dessus, mais sans perspective forcément d'aller très loin dans la compétition, puisque je ne savais pas du tout, en effet, que à l'époque que le handisport existait, qu'on pouvait pratiquer avec d'autres personnes en fauteuil, etc. Et a fortiori qu'il y avait des compétitions internationales, je n'en avais aucune idée. Et puis un jour, j'avais 17 ans à ce moment-là, mon éducateur, enfin un de mes éducateurs qui était là, me dit, écoute, j'aimerais bien te faire rencontrer
Alors parce qu'on était un petit groupe de 6-8 copains qui jouaient et j'étais devenu sur les 6-8 le meilleur joueur de tous. Donc il me dit j'aimerais bien te faire rencontrer le responsable national du tennis de table handisport. Je dis qu'est-ce que c'est? Donc il m'explique ce que c'était et il me dit il est là, il est sur Nancy dans ces prochains jours et je lui ai demandé un entretien avec toi et il est d'accord. Donc je suis allé le rencontrer et on a commencé à parler de ça et il a dit qu'il était très intéressé parce qu'évidemment un jeune joueur en fauteuil qui avait déjà un certain niveau, ça pouvait être très intéressant. Donc il m'a permis d'aller faire une première compétition à Paris, donc en région parisienne, quoi. Et c'était ma toute première compétition handisport. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé la pratique du handisport, en même temps que je me suis inscrit pour la première fois dans un club homologue, un club de tennis de table classique, dans lequel je jouais aussi. Alors j'étais le meilleur joueur à l'époque du club classique, et du coup je suis arrivé dans ce premier championnat, enfin cette première compétition nationale. Et le premier match que j'ai joué, c'était contre le champion de France de l'année d'avant. J'étais un peu stressé parce qu'évidemment, commencer son premier match contre celui qui a gagné l'année d'avant, c'était un peu particulier. Et puis j'ai gagné cette rencontre. J'ai battu le champion de France de l'année d'avant. Alors je me suis dit, wow, c'est incroyable quand même. Et puis j'ai gagné mon deuxième match et puis j'ai gagné mon troisième match. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire franchement, est-ce que le niveau est vraiment très très faible? Donc j'ai commencé par me dire, voilà, ça va être facile finalement. Donc j'ai commencé par me relâcher un peu et en me disant que ça serait probablement facile puisque j'avais gagné mes 3 premiers matchs. Puis ensuite j'ai joué 8 autres matchs, je les ai tous perdus. Et donc là je me suis dit ah oui non, faut quand même être un peu sérieux et c'est pas si évident que ça. Donc je suis rentré et là j'ai continué à m'entraîner vraiment beaucoup. Et à l'époque il y avait un vrai écart entre les gens qui étaient déjà là et qui s'entraînaient peu. C'était assez amateur, on va dire, c'était même très amateur à l'époque. Et moi qui étais un nouveau joueur très très engagé, et on était 2 ou 3 à arriver en même temps, des jeunes joueurs à arriver avec cette logique de faire du sport quelque chose de vraiment de s'impliquer beaucoup dans le sport, de s'entraîner beaucoup. Moi je m'entraînais entre 20 et 25 heures par semaine, quand les joueurs qui étaient déjà là s'entraînaient 3-4 heures par semaine, quoi. Donc évidemment, assez vite l'écart s'est fait. Donc voilà, tu continues à t'entraîner plus durement que les autres. Et un coup d'accélérateur va vraiment venir dans ta carrière quand tu vas devenir champion de France à 19 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer cette première victoire, puis ensuite champion d'Europe en 81 ? Raconte-moi un petit peu ces 2 victoires, ces 2 compétitions, ce que tu as ressenti, comment ça s'est passé pour toi ? En 79, en fait, donc en 78, j'ai fait mes premiers championnats de France, j'ai fait le quart de finale et j'ai été battu en quart de finale. Et en 80, du coup, j'ai fait mes deuxièmes championnats de France à 19 ans. Et là, j'ai gagné en fait tous mes matchs et je suis arrivé en finale contre un autre jeune joueur qui arrivait, en fait, voilà, qui s'appelait Michel Peters et qui était donc un peu, on était tous les deux un peu dans cette même logique. Alors c'est moi qui ai gagné la finale, mais enfin voilà, on était à peu près dans cette même approche. Et donc ça a été évidemment une sensation incroyable de devenir champion de France. C'était un énorme objectif pour moi. Et puis ça me donnait des perspectives pour l'avenir. Ça commençait à me projeter. Et donc j'ai continué à m'entraîner beaucoup. Et en 81, donc j'ai gagné mon deuxième titre de champion de France et j'ai fait les championnats d'Europe qui avaient lieu en Suisse à Bâle. Et donc j'ai été champion d'Europe en simple, ce qui était pour moi une énorme surprise. Et pour d'ailleurs beaucoup de gens, parce que personne ne me connaissait, vu que j'avais jamais fait de compétition internationale jusque-là, étant donné que j'étais pas allé aux Jeux. Donc là, je suis arrivé en 80 pour ma première compétition internationale, on va dire officielle, du type championnat d'Europe, championnat du monde ou Jeux, et j'ai été champion d'Europe en simple. Donc ça a été vraiment un très grosse émotion pour moi, vraiment très 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 forte et voilà très très puissante. Donc voilà. Et puis après, du coup, il y a eu une petite période un peu plus compliquée parce que j'étais étudiant à ce moment-là. J'avais décidé d'aller en école d'ingénieur. Bon, la première année, j'avoue que j'ai fait une fac de sciences, mais ça a été surtout une phase de décompression après les 7 ans d'internat. Et donc j'en ai profité pour faire beaucoup de fêtes et peu
peu d'écoles. Donc cette année a été... bon, j'ai pas eu mon année, mais voilà, je pense que j'avais besoin de cette... C'était un peu une année de césure, j'allais dire, entre les deux. Et puis ensuite, j'ai fait un DUT de génie chimique. Et puis, à l'issue de ce DUT, comme j'avais des bons résultats, on m'a conseillé d'aller faire une école d'ingénieur. Donc je suis parti à Grenoble avec mon épouse. On est parti habiter à Grenoble. J'ai fait une école d'ingénieur, donc l'école supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble, pendant 3 ans. Et donc là, j'étais quand même très occupé par mes études, ce qui fait que l'entraînement était plus compliqué. J'avais moins la capacité de consacrer du temps à l'entraînement, ce qui a généré, je pense, une forme de stagnation en termes de niveau. Et donc, par rapport au sport, alors c'était bien pour mes études, c'était un peu moins bien pour le sport, bon voilà, mais on peut pas tout avoir. Et puis j'ai eu mon premier enfant en 1983, et puis ensuite l'obtention de mon premier diplôme d'ingénieur, qui a été complété par un deuxième diplôme d'ingénieur en informatique et mathématiques appliquées, ce qui est lié notamment au fait que quand j'ai eu mon premier diplôme d'ingénieur, j'ai cherché un travail. Et là, je me suis retrouvé face à des DRH qui me disaient « Mais monsieur, dans votre situation, travailler dans le milieu de la chimie, ça va pas être possible. » Et donc, je me suis dit j'ai peut-être fait des études pour pas trouver de boulot. Donc, ça a été à plusieurs reprises qu'on m'a dit ce message. Donc, j'ai décidé de bifurquer vers l'informatique. Et là, j'ai fait une année de spécialisation et je suis devenu ingénieur en informatique et mathématiques appliquées. Et là, j'ai trouvé assez rapidement du boulot. Et justement, donc l'informatique, est-ce qu'au final, tu as aimé? Quel poste tu as exercé Alors, j'ai été ingénieur en 86 et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est quelque chose qui me convenait bien. Il y a une dimension ludique, une dimension de réflexion, un peu d'enquêteur, etc. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, dans un premier temps, j'étais développeur en informatique, puis je suis devenu chef de projet, c'est-à-dire que j'ai piloté un projet avec la partie développement, mais aussi la partie conception, relation avec les clients, etc. J'ai commencé dans une société de services en informatique en région parisienne, qui s'appelait la SPI à l'époque, pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, on avait envie avec mon épouse de retourner en région Rhône-Alpes, puisqu'on aimait beaucoup cette région. On avait adoré notre séjour à Grenoble, parce que j'avais fait mes études à Grenoble. Et donc, on avait envie de retourner là-bas. On voulait même retourner à Grenoble. Et puis, j'ai trouvé un boulot à Lyon. Donc on s'est dit, ça fait déjà une première étape pour se rapprocher de Grenoble. Puis quand on est arrivé à Lyon, on n'en est jamais reparti en fait. Mais voilà, on est retourné en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai trouvé un boulot dans une banque, donc la Lyonnaise de Banque. Je suis arrivé en janvier 88. Et là, donc en janvier 88, j'ai été embauché l'année où il y avait les Jeux de Séoul. Et donc, je suis arrivé là et j'ai dit, lors de l'entretien de recrutement, j'ai dit, écoutez, ok, moi, ça m'intéresse, le poste m'intéresse vraiment et tout, mais le problème, c'est que je vais être obligé de m'absenter pendant à peu près 1 mois pour les Jeux. Et j'aurais pas de vacances, puisqu'à l'époque, je venais à peine de commencer. Donc, il faudrait que je puisse quand même m'absenter pendant 1 mois, au moins en congé sans solde, pour que je puisse participer aux Jeux. Et ils ont trouvé ça tellement intéressant qu'ils m'ont dit, d'accord, mais en plus, ce mois que vous allez avoir, on va vous l'offrir. C'est-à-dire, on vous donnera 1 mois de congé pour que vous puissiez participer au jeu. Ce qui, à l'époque, était incroyable. En handisport, ça n'existait absolument pas, ce genre de choses. Donc, c'était l'un des premiers vraiment à finalement être aidé par une entreprise pour pouvoir participer au jeu. Donc, j'ai fait les Jeux de Séoul en 88. Et justement, être sélectionné pour les Jeux de Séoul en 88, raconte-moi... comment ça s'est passé, puisque avant, tu l'as dit, c'était une période un peu plus où tu as fait des compétitions nationales, mais moins hautes. Comment tu as fait pour être sélectionné, la réaction, comment tu l'as appris J'étais quand même numéro 1 français à l'époque, donc j'étais le meilleur, j'étais champion de France à plusieurs reprises, pas tous les ans, mais j'ai eu 15 titres sur 20 participations au championnat de France, donc j'étais quand même généralement et régulièrement champion de France en simple. Et donc à ce titre-là, j'étais numéro 1 français. Donc j'espérais quand même bien être sélectionné et j'ai été sélectionné pour les Jeux. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, il faut essayer quand même d'avoir... en plus, j'avais mon entreprise qui m'aidait et tout ça, donc j'avais vraiment une grosse motivation, forcément une grosse motivation pour avoir un bon résultat, mais il y avait plein d'enjeux multiples autour de ça. Et donc, j'ai été sélectionné, ça a été vraiment une super... un soulagement d'une certaine manière, puis une grande joie, donc on a un peu fêté ça. Et puis après, donc du coup, j'ai tout mis en œuvre pour me préparer du mieux possible. Et donc, je suis allé à Séoul, et à Séoul, j'ai gagné une médaille d'or en simple. Alors, en fait, en handisport, à l'époque, il y avait trois compétitions. Il y avait le simple par catégorie de handicap,
C'est-à-dire, il y avait plusieurs catégories en fonction du handicap, parce que évidemment, enfin, et même pour les gens en fauteuil, par exemple, il y avait 5 catégories, parce que par exemple, si on prend quelqu'un qui est tétraplégique, qui doit attacher sa raquette avec une bande, il n'a pas les mêmes appétences et aptitudes, enfin aptitudes en tout cas que quelqu'un comme moi qui peut tenir ma raquette et qui a un petit peu d'abdos et tout. Donc il y a plusieurs catégories, et il y avait une compétition, toute catégorie, c'est-à-dire tous les gens en fauteuil jouaient les uns avec les autres, et une compétition par équipe. Et donc on a réussi avec mon partenaire à gagner la médaille d'or par équipe. Moi j'ai gagné la médaille d'or en simple dans ma catégorie, et j'ai perdu en finale, donc j'ai fait médaille d'argent en toute catégorie. Ce qui fait que ça a été vraiment un super résultat par rapport à ce que j'imaginais et ce que j'espérais. Et donc ça a été vraiment un moment très puissant. Et puis ensuite, ces jeux étaient incroyables, puisque jusque-là, on va dire, j'avais la compétition dans laquelle il y avait eu le plus de public, il devait y avoir 150 personnes à peu près. Et là, quand on est arrivé dans le stade de Séoul pour la cérémonie d'ouverture, il y avait pratiquement 100 000 personnes. Et pour les compétitions elles-mêmes de tennis de table, il y avait entre 5 et 7 000 spectateurs, notamment, évidemment, très majoritairement des Coréens. Et par équipe, on a joué la finale contre la Corée, donc c'était une ambiance incroyable. On n'avait jamais vécu ça. Enfin, c'était quelque chose de formidable. Donc ça a conjugué plein de choses. On a été très 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 bien accueillis par les Coréens, et donc ça a été vraiment un moment génial. Et en gagnant ce premier titre mondial, on va dire, de niveau mondial, ça a été vraiment un moment extrêmement fort dans ma vie et dans ma carrière sportive. Et quand je suis rentré, en plus, du coup, vis-à-vis de mon employeur qui m'avait soutenu, ça a été comme un super résultat. Ce qui fait qu'ensuite, ils ont accepté que chaque année, je bénéficie d'un mois de congé spécifique. Et pour les Jeux de Barcelone, ils m'ont donné 6 mois de congé. Ce qui fait que j'ai pu préparer les Jeux de Barcelone en étant professionnel, je veux dire, pendant 6 mois. Et ça a été quelque chose de magnifique, puisque ça m'a permis ensuite de gagner à Barcelone et de poursuivre et d'atteindre le classement de numéro 1 mondial en 1992 à Barcelone. Alors, avant de revenir sur tes premières médailles olympiques à Séoul, comment on se prépare aux Jeux paralympiques? À quoi ressemblaient tes entraînements? Tu t'entraînais combien de fois par semaine? Qu'est-ce qui était plus intense que d'habitude avant les Jeux de Séoul? Alors à l'époque, évidemment, on n'avait pas peut-être les moyens et la structure qui peut y exister aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun des joueurs de l'équipe de France ont un entraîneur particulier, ont un préparateur mental, un préparateur physique, etc. Et c'est très très bien, hein, c'est formidable que ça puisse avoir évolué comme ça. À l'époque, c'était encore une fois beaucoup plus empirique. Moi, je jouais, et d'ailleurs, une petite anecdote qui fait souvent sourire les gens à qui je raconte ça, c'est que mon épouse était en fauteuil aussi, et elle jouait à l'époque. Elle était aussi dans les meilleures françaises, et donc on s'entraînait ensemble tous les deux. Et donc on a choisi un appartement quand on est arrivé sur Lyon, à Sainte-Foy-les-Lyons. On a choisi un appartement dans lequel on pouvait mettre une table de tennis de table dans le salon. Donc notre table de salon, c'était une table de tennis de table. Et tous les soirs, quand les enfants étaient couchés, on s'entraînait tous les deux dans le salon. Donc on passait toutes nos soirées quasiment à faire du tennis de table dans le salon. Donc c'était très atypique, mais ça a quand même bien fonctionné. Voilà. Et puis bon, on allait aussi dans notre club, etc. Et puis on avait les stages de l'équipe de France et puis les autres compétitions qui pouvaient exister. Donc c'est comme ça qu'on se préparait à l'époque. C'était donc encore une fois très empirique. Et au jeu de Séoul, parmi les 3 médailles que tu as gagnées, par exemple parmi les 2 en or, je ne sais pas si c'est le simple ou celle en équipe qui t'a le plus marqué, mais est-ce que tu pourrais me faire un peu revivre le match, enfin comment c'était, l'ambiance, la finale Alors pour l'équipe, ça a été un événement vraiment fort, parce que mon partenaire de par équipe, on est très proches, on est restés très proches l'un de l'autre, et en fait on avait quand on est arrivé à Séoul, on est arrivé à peu près 8 jours à peu près avant le début de la compétition, et pendant ces 8 jours, on s'est entraîné tous les jours, mais le reste du temps, lui et moi, on s'était mis dans l'idée de profiter aussi quand même un peu de ce dépaysement et de cette ville. Et donc on s'était promené beaucoup dans Séoul, on avait visité, on s'était un peu fondu dans le monde, dans la ville de Séoul. Et donc on avait vécu quelque chose d'assez fort tous les deux ensemble. Et en plus, quand on a joué cette compétition, on est arrivé en demi-finale contre l'Allemagne. Et on a vraiment gagné au dernier match en double. On a gagné vraiment
de 2 points, quoi. C'était vraiment hyper serré. Et en finale, on a joué contre la Corée. Donc, on a fait une finale contre la Corée devant les Coréens, devant 5000 Coréens qui étaient déchaînés. Et c'était vraiment une ambiance incroyable. Et en plus, on a commencé la rencontre, avec donc mon ami qui a joué contre le numéro 2 coréen, donc le moins fort des 2 Coréens en théorie, et il a perdu contre lui. Ensuite, moi j'ai joué contre le numéro 1 coréen, j'ai gagné contre le numéro 1 coréen. Ensuite, on a joué le double, on a perdu le double. Ensuite, moi j'ai joué contre le numéro 2 coréen que j'ai battu. Et donc on était à 2 victoires partout, avant le dernier match où mon ami jouait contre le numéro 1 coréen. Donc on n'était pas hyper optimiste puisqu'il avait perdu contre le numéro 2, donc on savait que c'était très difficile puisque ce joueur était très fort. Et il a fait un match d'anthologie en fait, et il a gagné ce match et on est devenu champion paralympique par équipe tous les deux comme ça, et c'était magique quoi, parce que on avait aussi une proximité, on s'entendait super bien tous les deux. Alors après le simple c'était aussi assez particulier puisque j'ai joué en finale contre un Allemand contre qui je n'avais jamais gagné. Avant cette journée, je l'avais perdu notamment en demi-finale du par équipe en simple, mais on avait gagné le double. Je l'avais perdu à plusieurs reprises dans des tournois précédents, donc je l'avais jamais gagné. Et ce jour-là, j'ai fait la finale et je l'ai gagné. Donc c'est la première fois que je le battais, c'était en finale des Jeux paralympiques, ce qui est quand même une émotion assez incroyable, quoi. Et les Jeux paralympiques, en tout cas à cette époque, comment ça se passait, comment ça s'organisait sur place comparé à aujourd'hui? À Séoul, c'était vraiment déjà c'était les premiers Jeux qui étaient comme ça. C'est-à-dire, on a logé dans le même village olympique que les Jeux olympiques, ce qui n'avait jamais eu lieu avant. Et puis également, donc il y a eu beaucoup de public qui est venu. Ça a été vraiment une vraie réussite populaire. Donc ça, c'était une première. Donc ça a commencé, ça a été vraiment le tournant en fait. Je pense que Séoul a vraiment été le tournant de l'organisation des Jeux. Alors évidemment, ce qu'il n'y avait pas du tout, c'était la médiatisation. À l'époque, la médiatisation était nulle. Moi, j'ai arrêté ma carrière internationale en 98. Je n'ai pas une seule image vidéo de moi qui joue au tennis de table. À l'époque, il y avait 0 couverture, quoi. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. C'est diffusé en direct, on a toutes les images, etc. Donc là, c'est vraiment sur cette dimension-là que les choses ont évolué de manière incroyable, quoi. Donc, et ça, c'est vraiment un plus, parce que maintenant, on peut aussi profiter de ces compétitions. Et tu m'avais dit que lorsqu'on participait au jeu, c'était un moment un peu hors du temps et il fallait savoir garder les pieds sur terre. Est-ce que tu peux me réexpliquer ça? Et toi, comment tu faisais? Est-ce que parfois ça t'est arrivé justement de ne pas avoir les pieds sur terre? Oui, alors le sport de haut niveau, c'est quand même une activité. On est un peu hors du temps parce qu'en fait, et hors de l'espace d'une certaine manière, parce que en fait, d'abord, pendant la période des Jeux, on est dans une bulle. On est dans une bulle très protégée et finalement on se concentre que sur soi et sur son activité, quoi. On est obligé de faire ça. Et en même temps, du coup, ça fait quelque chose où c'est une activité assez égoïste. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même constaté dans le temps que quand je faisais du sport de haut niveau, j'avais une approche assez égoïste finalement. J'étais très centré sur moi et heureusement que j'étais très bien soutenu et accompagné. Donc c'est un peu particulier parce que en fait, on peut pas réussir si on est seul. Franchement, y compris pour les sports individuels, si on n'est pas dans une logique d'équipe avec des gens qui vous soutiennent, il y a des moments où ça va pas, des moments où et puis il faut être bien entouré pour que ça fonctionne. Et en même temps, on est très centré sur soi. Donc c'est quand même une activité, c'est quand même un peu paradoxal d'une certaine manière, mais en même temps, on est centré sur un objectif en particulier. Donc on va vraiment tout mettre en œuvre pour y arriver. Et pour ça, on est vraiment très auto-centré. Donc ça, c'est une chose sur laquelle il faut en prendre conscience, je pense. Parce qu'une fois que ça s'arrête, après, il faut être en capacité aussi de voir qu'on n'est pas le centre du monde. D'abord, c'est quand même que du sport, hein, c'est pas non plus si important que ça. Et puis, c'est très important pour soi-même, mais finalement, ça n'a pas tellement d'impact sur le reste. Et donc, il faut aussi avoir une capacité à prendre un peu de distance, je pense, par rapport à ça, et à se dire qu'il faut aussi redonner ce qu'on peut être amené à nous donner. Parce que quand on se centre sur soi, on a cette approche un peu égocentrée, quoi, qui fait que on a vraiment besoin d'être vigilant à ne pas l'être trop égocentré. Donc ça, c'est un élément que j'ai pu constater, moi, dans le temps. Au début, j'étais vraiment très égocentré, mais j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir une épouse incroyable qui m'a dit les choses quand il y avait besoin de me les dire. À un moment donné, elle m'a dit, écoute, tu commences à me saouler avec ça, et il va falloir quand même qu'on réfléchisse et qu'on discute sérieusement de ça. Et ça a été un électrochoc pour moi, mais ça m'a été très très profitable.
Et heureusement qu'elle m'a dit ça. C'est-à-dire que, voilà. Et le fait, je pense, que j'avais, moi, un boulot en plus, bon, évidemment mes enfants, ma famille, mais aussi un boulot en plus, ça distanciait un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que quand on est sportif professionnel, c'est vraiment, ça conjugue à la fois la passion, l'activité professionnelle, enfin, un peu tout. Et donc, de ce fait-là, si ça marche pas, on peut être vraiment en grande difficulté. Donc là, l'avantage, c'est que, moi, c'est ce que je conseille souvent aussi aux sportifs en e-sport, même encore aujourd'hui, de dire, ok, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Bien sûr qu'il faut s'entraîner énormément. Bien sûr qu'aujourd'hui, si vous vous entraînez pas 20, 30 heures par semaine, vous y arriverez pas. En revanche, faites attention à ne pas non plus trop et uniquement vous centrer sur ça, parce que sinon ça peut être problématique. Donc je pense que ça a été vraiment une école un peu pour moi d'évolution là-dessus. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Par exemple, au départ, je détestais tellement perdre que quand je perdais un match, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter le tennis de table. Et puis encore une fois, mon épouse m'a beaucoup aidé là-dedans. Et j'ai réussi à évoluer en me disant, maintenant quand je perds, ok, je déteste toujours autant ça, c'est vraiment un truc, ça me rend malade. Mais en revanche, au lieu de me dire je vais arrêter, je me disais qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que lui a bien fait, comment je peux en tirer des enseignements pour évoluer et progresser. Et au-delà peut-être du fait d'apprendre à perdre, justement comme tu viens de l'expliquer, qu'est-ce que ça a pu t'apporter d'être sportif de haut niveau ? Alors ça m'a apporté beaucoup. Alors oui, ça peut paraître paradoxal, mais ça m'a appris, comme je disais, à perdre, mais non pas à perdre pour dire moi je m'en fous, mais à perdre pour me dire je vais en profiter pour améliorer ce que je sais faire. Donc pour progresser finalement. C'est Mandela qui disait quand je gagne, je gagne, et quand je perds, j'apprends. Donc c'était un peu ça l'idée. Ça m'a aussi pas mal aidé à être dans de la. Alors moi mon métier c'était informaticien, donc forcément la gestion de projet c'était quelque chose qui faisait intimement partie de mon travail. Mais le sport m'a aussi beaucoup aidé dans cette dimension gestion de projet, parce que finalement quand vous voulez réussir à avoir un très bon résultat dans une compétition en particulier, il faut vraiment organiser l'activité pour atteindre ça. C'est-à-dire que si on veut tout faire, on n'y arrive pas. Donc il faut aussi savoir se focaliser, se privilégier tel ou tel mécanisme, tel ou tel entraînement, telle ou telle technique, telle ou telle tactique, ou telle compétition, pour réussir à avoir le résultat, le moment venu, le bon résultat, le moment venu. Donc la gestion de projet, ça m'a apporté. Ça m'a appris aussi... ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la dimension du carpe diem, c'est-à-dire de profite de l'instant. Parce qu'au début, on se sent éternel et invulnérable quelque part. Et donc, on se dit, bon, ben voilà, quand on gagne... Alors, c'est toujours très intense quand on gagne une grande compétition, mais on passe à autre chose. Et puis, à un moment donné, on se dit, ah oui, mais ma carrière, ma pratique, elle va bientôt s'arrêter. Et donc, il faut vraiment que je le savoure. Et donc, ça m'a aidé à savourer l'instant présent. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est en moi depuis ce moment. Et aujourd'hui, c'est le cas, quel que soit l'événement qui se produit. J'essaye de me concentrer à remplir mon verre et à être dans la vision du verre à moitié plein aussi. Parce que le problème, c'est que si on est dans le verre à moitié vide, on peut toujours être négatif sur ça et du coup, on n'arrive plus à se remettre dans une dynamique de réussite. Donc, être dans le verre à moitié plein, ça aussi, c'est important. Je vais basculer un peu sur la fin de ta carrière sportive. Raconte-moi un petit peu dans les grandes lignes. Alors au départ, tu as eu envie d'arrêter ta carrière en 92, mais au final, tu vas faire la rencontre d'un jeune avec qui tu vas t'entraîner, qui va te pousser à arrêter ta carrière finalement qu'en 98. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tout ce passage, ces dernières années de carrière sportive ? Alors en effet, donc moi j'avais prévu au départ de m'arrêter en 92, après les Jeux de Barcelone. Bon, j'avais gagné le titre en simple, j'étais devenu, en simple, toute catégorie, donc j'étais devenu numéro 1 mondial de tennis de table, toute catégorie. Donc finalement j'avais atteint cet objectif. Et puis évidemment la conciliation avec la famille, l'activité professionnelle, tout ça c'était quand même très compliqué. Donc après en avoir discuté en famille, j'étais parti de l'idée que j'allais m'arrêter en 92. Il y a un événement qui a vraiment modifié un peu les choses, c'est que en 88, quand je suis arrivé à Lyon, quand j'ai déménagé de Paris à Lyon, j'ai fait la rencontre d'un jeune joueur de l'époque qui avait donc en 88, il avait 14 ans, qui s'appelle Christophe Durand, et avec qui j'ai noué des liens forts. On avait 12 ans d'écart tous les deux, trois Olympiades, quoi, à bout de 3 Paralympiades.
Et puis il s'était mis à plusieurs sports. Il était bon dans le sport en général et il hésitait entre plusieurs sports. Et moi j'ai commencé à jouer avec lui en tennis de table. Je lui ai dit écoute, franchement, tu devrais privilégier le tennis de table parce que je pense que tu peux vraiment faire quelque chose. Et comme on avait de très bonnes relations, il a décidé d'opter pour le tennis de table. Donc il s'est focalisé là-dessus. Alors il me dit souvent, tu m'as dit quelque chose un jour qui m'a vraiment fait basculer, c'est que tu m'as dit, et c'est vrai que j'ai dit ça, je lui ai dit, t'es pas très doué, mais je pense que tu as la tête pour y arriver, et que tu as l'envie pour y arriver, et que ça c'est plus important. Et que si tu travailles, tu vas y arriver. Et il m'a dit, au début ça m'a choqué, parce que je me suis dit, il me dit que je suis pas doué, et c'était vrai que c'était pas le joueur le plus doué qui existait. Comme moi d'ailleurs, j'étais loin d'être le joueur le plus doué du circuit, largement. Par contre, il avait, un peu comme moi j'avais, une intelligence de jeu, je pense, et une volonté, une envie qui était vraiment très développée. Et d'ailleurs, il a gagné 2 titres en simple aussi, aux Jeux paralympiques, en 2000 et en 2008. Et il a gagné notamment à Pékin devant les Chinois et face à un Chinois, ce qui est quand même une sacrée performance. Et donc, on avait de très bonnes relations, on s'entraînait plusieurs fois par semaine ensemble, on se voyait beaucoup. Et donc moi j'avais envie de jouer avec lui. En fait, c'était vraiment un projet. Je me disais, mais ce serait vraiment bien si je pouvais conclure une carrière en jouant avec lui, ce serait vraiment super, super. Et en 92 à Barcelone, il est allé à Barcelone, mais en tant que spectateur, parce qu'il n'était pas au niveau requis pour être sélectionné en équipe de France. Et donc ça a été un peu l'événement qui a fait que j'ai eu envie de continuer après en me disant bon, j'aimerais quand même bien pouvoir faire une compète avec lui. Donc on a convenu collectivement avec la famille et tout ça que j'irais jusqu'en 96 à Atlanta, avec comme objectif de jouer par équipe avec Christophe et de gagner une médaille avec Christophe en par équipe. Ce qui s'est produit, sauf que à l'époque, il était le 4e meilleur joueur en France, ce qui fait qu'il a participé au championnat par équipe, mais en 4e position, c'est-à-dire qu'il a joué un match, quoi. C'était un peu frustrant tout de même. Donc moi en 96 j'avais dit bon, cette fois c'est terminé, j'arrête vraiment, je veux pas aller plus loin, c'est fini. Bon, il y a eu un peu cette frustration puisque évidemment lui il était frustré, mais moi aussi, de pas avoir pu jouer davantage avec lui. Alors j'avais gagné la médaille d'or en simple aussi à Atlanta, et donc à l'issue d'Atlanta, le directeur technique fédéral, qui était loin d'être naïf, est venu me voir en me disant écoute Guy, j'aimerais bien que je te propose d'aller jusqu'au championnat du monde, parce que les championnats du monde ils ont lieu en 98 à Paris, et ce serait quand même incroyable que tu puisses finir ta carrière en France, à Paris, sachant que le titre de champion du monde en simple, c'est le seul titre que tu n'as jamais gagné. Donc si tu pouvais gagner ce titre à Paris, ce serait quand même incroyable. Alors évidemment, ça a été une grande discussion parce que c'était quand même tout à fait compliqué de gérer tout ça en même temps. Et puis j'ai décidé, alors il m'a dit, comme je sais que tu es quelqu'un de sérieux, je te propose, tu te prépares comme tu veux, je te fais confiance, je te sélectionnerai et tu iras au championnat du monde. Et je suis sûr que tu seras préparé du mieux possible. Donc après, j'ai vraiment géré ça de manière très fine pour, en 97, prendre du temps pour moi et en 98, remettre un peu les bouchées doubles en termes d'entraînement et tout ça. Et donc en 98, j'ai participé au championnat du monde, j'ai joué avec Christophe en par équipe, on a été champion du monde ensemble tous les deux, et j'ai joué mon dernier match international en simple, dans la finale par équipe, finale en simple, j'ai été champion du monde en simple, le seul titre que j'avais jamais gagné, à Paris, j'ai pris ma raquette et je l'ai raccrochée. Et alors, l'émotion à ce moment-là de raccrocher la raquette? Là, c'était compliqué. Ça a été une période, au niveau de l'émotion, ça a été très, très, très fort. Évidemment, je savais que c'était fini. J'avais gagné le dernier titre que je n'avais jamais gagné auparavant. Je savais que je ne serais plus en équipe de France. J'avais gagné avec Christophe. Enfin, il y avait plein d'émotions contradictoires et complémentaires qui se tamponnaient un peu. Donc, ça a été vraiment une journée très, très, très émotionnelle. Mais ça reste un moment incroyable de ma vie, quoi. Et au final, quand tu as arrêté ta carrière, combien de titres, combien de médailles olympiques, combien de fois champion du monde J'ai plus tellement tous les chiffres en tête. Je sais que j'ai gagné 15 titres de champion de France sur 20 participations. J'ai gagné 4 médailles d'or et 3 médailles d'argent aux Jeux. Donc 3 à Séoul, donc en simple par équipe, en simple par catégorie, en par équipe, et argent en toute catégorie. À Barcelone, donc or en simple toute catégorie,
argent en simple par catégorie, ce qui peut paraître paradoxal, mais j'ai perdu un match en tout sur l'ensemble de la compétition, et pas de médaille par équipe. Et à Atlanta, or en simple dans ma catégorie, et argent en par équipe. Donc en fait, 4 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Les championnats du monde, 2 fois champion du monde par équipe, 1 fois champion du monde en simple. Les championnats d'Europe, 5 fois champion d'Europe en simple, 3 ou 4 fois en par équipe, je ne sais plus exactement. Voilà. Une belle carrière, donc, quand même. Donc, au final, quand tu as arrêté ta carrière, tu n'as pas complètement quitté le monde du tennis de table, puisque tu étais dirigeante de ton club de tennis de table. Est-ce que tu peux me parler de ça et m'expliquer comment, de par ce club, tu as eu l'idée après du cabinet de conseil que tu as créé avec ta femme? Alors, juste pour terminer sur mon parcours dans l'informatique, en fait, en 94, j'ai été nommé, enfin j'ai postulé et j'ai été retenu pour devenir responsable d'un service. Donc, je suis devenu manager en fait d'un service d'études informatiques après avoir été chef de projet. Donc, je manageais à l'époque une dizaine de personnes. Et puis, petit à petit, mon périmètre s'est élargi. Et je me suis retrouvé en 2004, la dernière année où j'ai fait de l'informatique, je me suis retrouvé avec une équipe d'une 50aine de personnes. Donc, je manageais une 50aine de personnes. Sachant que en 98, quand j'ai arrêté, là vraiment ça devenait très très compliqué parce que entre jouer puis la famille avec 3 enfants et puis le rôle de responsable d'un service qui grossissait de plus en plus, ça devenait quasiment la quadrature du cercle. Donc voilà. Bon, donc j'ai quand même j'ai évolué aussi professionnellement. Et puis après en 94, je suis devenu président du club de tennis de table dans lequel je jouais, qui était un club ordinaire. C'était pas un club dédié aux personnes handicapées, mais on avait créé avec mon épouse la section pour les enfants et aussi la section pour les personnes handicapées. Il y avait 220 joueurs dans le club. À l'époque, moi, j'étais le meilleur joueur du club des 220 joueurs. Et je suis devenu président. Et en 98, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai continué à jouer un tout petit peu avec les jeunes. J'emmenais les jeunes pour des compétitions, tout ça, mais c'était vraiment de manière beaucoup plus loisir. Et par contre, on a décidé au sein du club de créer, de lancer de l'organisation de compétitions internationales avec les meilleurs joueurs du monde en handisport. Et donc, on a organisé plusieurs compétitions successives. Et puis en 2003, on a décidé d'organiser. Enfin, on s'est donné comme projet d'organiser en 2004 la Coupe du monde de tennis de table handisport. Donc en faisant venir les meilleurs joueurs du monde à Sainte-Foy-les-Lyons, tous les meilleurs joueurs du monde en fauteuil roulant et debout. Et donc on a organisé cette compétition. Et donc évidemment moi j'étais président du club, donc j'étais responsable de l'organisation de cette manifestation. Et donc l'idée c'était de trouver des financements pour organiser cette compétition. Donc je suis allé voir un certain nombre d'entreprises que je connaissais déjà, en leur disant, voilà, est-ce que vous voudriez bien être partenaire de cette manifestation? Et plusieurs d'entre elles m'ont dit, écoutez, oui, pourquoi pas, mais ce qu'on voudrait surtout, nous, c'est être mieux accompagnés sur la thématique de l'emploi des personnes handicapées, parce qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre, et on aimerait faire mieux, mais on ne sait pas par quel bout prendre ça. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui qui pourrait nous accompagner là-dessus? Et moi, à l'époque, j'étais déjà en train de réfléchir, parce que ça faisait pas mal d'années ça faisait 20 ans que je faisais de l'informatique. J'avais un peu envie de voir autre chose, d'expérimenter autre chose. Et puis comme j'avais arrêté ma carrière sportive, j'avais un peu envie de me redonner une sorte de challenge et de défi en fait. Et donc ça m'a fait tilt en fait. Je me suis dit mais ça, ce serait vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup de faire ça. J'avais une expérience de management, de recrutement, puisque j'avais recruté des gens pour mon équipe, etc., donc de pilotage de projet, etc. Donc je me suis dit, ça pourrait vraiment être un super projet. Donc je suis rentré chez moi un jour, l'idée m'est venue, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon épouse, bon, qu'est-ce que t'en penses? J'envisage de quitter mon boulot pour créer cette entreprise. Elle me dit, ah oui, mais oublie pas qu'on a quand même 3 enfants, dont l'aîné est à l'université et les 2 autres au collège ou au lycée. Elle me dit, tu crois qu'on va pouvoir en vivre quand même de ça? Je lui dis, écoute, j'ai envie d'essayer. Elle me dit, laisse-moi quand même 10 minutes. Donc elle est partie 10 minutes, elle est revenue au bout de 10 minutes, elle m'a dit, écoute, je pense que tu as raison, c'est une bonne idée, et non seulement toi tu vas le faire, mais moi aussi, on va quitter tous les 2 notre emploi et on va créer cette structure. Bon, quand on a raconté ça après, les gens nous ont dit qu'on était des fêlés, mais bon, c'est pas grave. Et donc on a décidé de créer ce cabinet, et on l'a créé donc dans notre garage au départ, on était tous les 2, enfin dans notre sous-sol de maison, on était tous les 2, puis assez rapidement ça a bien fonctionné. On a commencé à avoir de bons contacts, on a commencé à recruter et on est allé jusqu'à
avoir un cabinet de 30 collaborateurs, de 30 personnes, ce qui fait que ça a vraiment bien fonctionné. Et du coup, j'ai écrit un livre sur le sujet en 2012 qui s'appelle « Le handicap en entreprise, contrainte ou opportunité » et qui, on va dire, synthétise un peu toute l'approche qu'on pouvait avoir quand on conseillait les entreprises sur le sujet. Et justement, cette approche, est-ce que tu peux me la synthétiser? Présente-moi un peu les missions du cabinet, qu'est-ce que tu faisais? Combien de temps cette expérience elle a duré pour toi? Alors, le cabinet a été créé en 2004, en septembre 2004, je l'ai quitté moi en 2022. En fait, mon épouse est décédée en 2017 et je me suis plus trop senti de continuer ce parcours tout seul en fait. Enfin tout seul, avec l'équipe évidemment, mais mon épouse et moi on dirigeait le cabinet tous les deux ensemble. Et donc voilà, j'avais un peu envie de prendre un peu de distance par rapport à ça. Et donc j'ai des structures, des cabinets qui sont venus me voir en me disant on serait intéressé par votre structure. Et donc j'ai décidé de vendre le cabinet. Et je l'ai définitivement quitté l'activité en 2022. Et donc, je fais encore des conférences, des interventions diverses et variées. Mais voilà, l'activité en tant que dirigeant de cabinet, je l'ai quitté en 2022. Alors, qu'est-ce qu'elle avait de qu'est-ce que notre approche avait de singulière ou de particulière? Déjà, au départ, on a créé ce cabinet vraiment focalisé sur la thématique du handicap. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, tout ce qu'on disait sur le handicap était très largement transposable. Et donc, c'était plutôt un cabinet de conseil spécialisé dans la non-discrimination en milieu professionnel. Donc il y avait 4 grandes activités. Il y avait le conseil, on conseillait les entreprises sur la structuration d'une démarche, d'une politique, la mise en œuvre de cette politique, etc. dans ces domaines-là. Deuxième chose, c'était tout ce qui était la formation et la sensibilisation, pour former les gens, les outiller sur comment se comporter pour être non discriminant, pour être ouvert, pour être inclusif, etc. Et puis ensuite, il y avait tout ce qui était recrutement. Donc on faisait du recrutement, on était un cabinet de recrutement, là pour le coup spécialisé dans le domaine du handicap. Donc on aidait les entreprises à recruter des personnes handicapées et les personnes handicapées à trouver un job. Donc voilà, on avait toute cette activité-là. Après on avait aussi une activité d'accompagnement. Donc là c'était plutôt du diagnostic de situation, de la médiation quand la situation était complexe, l'aide au maintien dans l'emploi, enfin voilà, l'analyse de situation, etc. Et on avait une 5e activité qui était la communication. Donc on a créé des outils de type des MOOC, des e-learning, etc. Et puis des tas d'outils de communication autour de ces sujets-là. Donc ça, c'était les 5 grandes activités du cabinet. Et donc là, toi, actuellement, tu es membre du comité de la direction de la Fédération française d'handisport. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu y es atterri? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que ça te fait aussi de faire partie de la fédération? Alors, j'ai fait un premier mandat au comité directeur de la fédération entre 2000 et 2004. Puisque les mandats, c'est des mandats de 4 ans, c'est une paralympiade en fait. Donc entre 2000 et 2004, j'ai été membre du comité directeur de la fédération. Et puis ensuite, en 2004, j'ai créé mon cabinet, enfin nous avons créé le cabinet avec mon épouse. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à vraiment plus avoir la capacité de tout mener de front. Donc j'avais arrêté mon engagement à la Fédé, qui était un engagement associatif et bénévole. Et puis en 2018, 2020, en 2020, donc il y a eu des nouvelles élections au comité directeur de la fédération, et la présidente Guylaine, la présidente de la fédération, que je connais depuis très longtemps puisqu'on s'est rencontrés pour la première fois à Séoul au jeu, qui était en natation elle, m'a proposé de réintégrer, de revenir au comité directeur de la Fédé pour donner un coup de main. Et moi, la Fédé a toujours été, la Fédération française d'handisport, ça a toujours été pour moi quelque chose de très précieux en fait. C'est-à-dire que grâce à cette fédération, j'ai pu vivre des moments exceptionnels, enfin voilà, ça m'a enrichi énormément au niveau de ma vie. Et je pense que le sport pour tout le monde et en particulier pour les personnes handicapées, c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental. Et c'est vraiment une bonne base pour réussir à créer du lien, à se réaliser, à dépasser un peu ses limites, à vivre des événements et des moments incroyables. Donc j'ai eu envie, en fait, finalement, de redonner du temps à la Fédé qui m'avait beaucoup apporté. Et donc quand Guylaine est venue me voir, j'ai accepté de me présenter. Donc j'ai été élu au comité directeur et au bureau de la Fédé. Donc aujourd'hui, je suis trésorier adjoint de la fédération et je suis élu en charge de tout ce qui est partenariat, événementiel et formation. Et je me suis notamment l'année dernière été occupé en tant que responsable de l'organisation des championnats du monde de para-athlétisme qui ont eu lieu à Charletti en juillet. Ça a été un très gros événement, mais c'était vraiment passionnant. Et une dernière question, peut-être pour finir. Un mot sur le fait que les Jeux paralympiques, cette année, ils ont lieu à Paris.
Qu'est-ce que ça te fait que tu vois que ton pays les organise et aussi quand tu vois à quel point ça a évolué comparé à quand toi, tu avais participé aux Jeux? Bah, moi, j'aurais rêvé de participer aux Jeux dans mon pays, à Paris. J'aurais adoré ça. Vraiment, j'aurais adoré. Bon, ça, c'est pas fait. Je vais quand même y participer. Enfin, en tout cas, y assister. Et ça va être un moment génial, je pense. Donc, je suis évidemment très heureux de vivre cette expérience. Je pense que ça va être un moment de fête incroyable. C'est un moment unique. Je reviens à la notion de bulle. Alors évidemment là, moi je serai pas à l'intérieur de la bulle, mais je serai pas très proche, pas très éloigné de la bulle quand même. Donc je pense que ça va être un moment merveilleux. Voilà. Et puis bah c'est un peu une période hors du temps sur laquelle, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'on va pouvoir, j'espère, dont on va pouvoir vraiment profiter. Je pense que ça va me permettre de vivre des émotions très positives et très chouettes.